Nous allons commencer, et puis là on enregistre, après ce sera sur YouTube, donc, et ça fera venir les autres collègues s'ils ont un petit peu de retard. Mais dans un premier temps, nous faisons toujours d'abord une entrée par le réseau RICLA, et je laisse donc la parole à Jean-Jacques. Merci Pierre-Éric. Donc bonjour ou bon après-midi ou bonsoir, je ne sais pas à ceux qui vont nous rejoindre ou qui nous ont déjà rejoints selon vos territoires. Donc je vais être très bref. Je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit dans la lettre de RICLAS numéro 4 que vous avez peut-être reçue. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est accueillir nos deux nouvelles collègues qui viennent de rejoindre notre coordination. Donc Eleda Robot, qui est en poste maintenant à l'Université de Montpellier, et Nadia Asrou, qui est en poste dans une université d'Algérie et qui ont accepté donc, de nous aider dans la coordination du réseau. Ensuite, la deuxième actualité, c'est le franc succès que l'on rencontre dans l'organisation de notre colloque à Tahiti, donc du 17 au 19 novembre, si je ne me trompe pas de date, avec plus d'une cinquantaine de communications, de participants sur place. C'est un franc succès. Voilà. Je remercie également un petit peu tous les collègues, en particulier notre webmaster qui ne cesse de faire évoluer notre site. Voilà, et j'en dis pas plus. Je remercie nos conférenciers qui vont nous parler un petit peu de numérique en contexte. Donc, à savoir Christian Olivier, Sylvien Genevoix et Elisabeth Schneider. Et je laisse donc la parole à mon collègue Pierre-Éric qui va mieux vous les présenter. Merci Jean-Jacques. Donc oui, effectivement, tu as cité les intervenants. Je vais essayer de les présenter à travers leur communication. Donc la première communication sera proposée donc par Christian Olivier et Elisabeth Schneider. Donc Elisabeth Schneider est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication. Elle est formatrice et responsable d'un parcours de master second degré à l'INSPE donc de Caen. Elle est par ailleurs chargée de mission sur les usages du numérique pour la réussite des étudiants et l'évolution des pratiques pédagogiques universitaires. Ses travaux portent sur les usages du numérique et visent à mettre en évidence les dimensions spatiales, culturelles et sociales de ces usages. Ces travaux mettent également en évidence la manière dont les individus peuvent s'en saisir pour leur apprentissage et leur autonomisation. Christian Olivier est quant à lui professeur en sciences du langage et travaille dans le domaine de la didactique des langues. Il est directeur du laboratoire ICAR à l'Université de La Réunion. Ses recherches portent sur les approches en didactique des langues, le plurilinguisme et ses didactiques, notamment l'intercompréhension, les tâches et les usages du numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Quant à Sylvain Genevoix, qui interviendra dans la seconde partie, il est maître de conférences donc à l'Université de La Réunion, à l'INSPE de La Réunion, géographe de formation. Il questionne les modalités didactiques de cette discipline en milieu scolaire et s'intéresse plus largement aux pratiques d'enseignement et d'apprentissage en contexte. Il a d'ailleurs communiqué sur ces questions dans le premier téléséminaire de notre réseau RICLA il y a déjà presque un an. Ses travaux de recherche portent sur la didactique de la géographie, les technologies numériques, les relations entre territoire et éducation. Alors, ce téléséminaire est consacré au contexte et au numérique. Il s'agit un peu ici d'une mise en abîme, de proposer un téléséminaire et finalement de travailler autour de cette thématique. Donc, la première communication s'intitulera ou s'intitule Le numérique, évolution de la notion de contexte et pertinence en didactique. Cette communication est proposée donc par Elisabeth Schneider et Christian Olivier. Il nous propose une réflexion sur l'évolution de la notion de contexte à la lumière des diverses mutations générées par le numérique. Et en choisissant la didactique des langues pour déployer et illustrer leurs réflexions, il souligne la pluralité et la diversité des contextes d'enseignement-apprentissage et la difficulté de circonscrire un contexte particulier pour un groupe classe, par exemple, dans lequel chaque apprenant apporte avec lui ses différents contextes d'apprentissage et d'usage ou non des langues. Quant à Sylvain,
Sylvain Genevois nous propose une communication intitulée Enseigner en contexte hybride. Quelle évolution, pardon, des pratiques et quelles compétences pour l'enseignant du XXIe siècle. Et il part effectivement du constat que la crise sanitaire qu'a connue la France a conduit les enseignants à s'adapter à de nouvelles modalités, mêlant présentiel et distanciel, selon différents degrés d'hybridation entre les deux. Cependant, à la faveur de la crise sanitaire, les enseignants ont dû trouver des solutions pour s'adapter et faire face à un contexte totalement nouveau, un contexte qui pourrait perdurer au-delà de l'épisode épidémique et qui est source tout à la fois de potentialité et d'incertitude. Donc, vous voyez, nous avons affaire à une thématique passionnante et d'actualité. Je vais donc laisser la parole maintenant à Christian Olivier et Elisabeth Schneider, s'ils souhaitent partager leur écran. Et je demanderai à ceux qui viennent d'arriver sur la sphère, à qui je dis bonjour, d'éteindre leur son, s'il vous plaît. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc ce sera une présentation à deux voix par donc Elisabeth et puis moi-même. En fait, on s'est interrogé ces derniers temps suite à une invitation pour un colloque sur les contextes à Lyon. On s'est interrogé sur la notion de contexte au vu de l'évolution que l'on connaît actuellement, notamment avec le numérique, et donc s'interroger sur la pertinence de cette notion, son évolution et comment la considérer au regard justement des évolutions que connaît la société, que connaît la technologie au niveau du numérique. Alors, ça nous semblait d'autant plus important de se poser cette question que l'on vient de disciplines très différentes les unes des autres, puisque moi je viens de la didactique et que Elisabeth pourra ensuite dire d'où elle vient, de la didactique des langues, et qu'en didactique des langues, la notion de contexte, c'est une notion qui est utilisée depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus, si ce n'est 30 ans, qui est très présente, mais dont on se rend compte quand on l'observe de plus près qu'elle est souvent peu définie, ou du moins qu'elle est définie de façon assez floue, comme le rappellent Castellotti et ses collègues. Donc c'est une notion qui est présente, mais qui n'est pas toujours définie, qui est un peu prise comme quelque chose qui existe, mais sans que l'on se donne la peine, en fait, de dessiner les contours de cette notion. Si on regarde chez une des auteurs, justement, qui a beaucoup utilisé cette notion, la notion de contexte, chez Daben, on a pris un texte emblématique, en quelque sorte, des années 90. On voit que dans ce texte, l'auteur utilise de façon quasi synonymique les notions de contexte, d'environnement et de milieu. Donc ça, on se rend compte qu'il y a une sorte de galaxie du contexte avec d'autres termes qui tournent autour sans que ce soit bien défini. Et quand une géographe, justement, rencontre ces termes mis les uns à côté des autres de façon quasi synonymique, cela la fait évidemment réagir. Oui, alors en effet, de mon point de vue, effectivement, je travaille à une approche pluridisciplinaire et en particulier géographique, en sciences de l'information et de la communication, et puis pour étudier des phénomènes éducatifs ou d'enseignement-apprentissage. Et effectivement, quand on regarde les travaux des recherches en géographie, on voit que la question du contexte, elle est intéressante si on essaye de la rapprocher de termes qui sont beaucoup plus travaillés, peut-être plus robustes en géographie, à savoir celle d'environnement et celle de contingence. Et à partir de ces deux termes, de ces deux notions, on peut déjà dire que le contexte apparaît comme étant multidimensionnel et multiscalaire, et que parfois c'est quelque chose justement qui est assez invisible dans d'autres approches de la notion de contexte, c'est le fait que le contexte mobilise, ou l'appréhension des contextes mobilise différentes échelles qui vont se recouvrir, qui vont interagir. Et que
à partir de là, on peut se dire que le contexte semble être l'ensemble des dimensions qui sont à prendre en compte pour saisir les causalités d'un phénomène. Quand on cherche à étudier un fait social qui est inscrit dans une imbrication de causalité. En information-communication, eh bien, on va s'intéresser davantage aux activités infocommunicationnelles. Et le contexte va être en quelque sorte l'ensemble des contraintes qui va agir, influencer sur la réalisation de ces activités infocommunicationnelles. Et si on est sur ces situations d'enseignement-apprentissage et en particulier des langues, il s'agit bien de processus et d'activités infocommunicationnelles. Du côté de l'éducation, puisque là, très clairement, c'est aussi le cadre dans lequel on s'inscrit, on se rend compte en lisant les travaux de ces dernières décennies que la question des contextes est est souvent naturalisée. C'est-à-dire que quand on dit que l'on prend en compte le contexte, on va s'intéresser à l'ensemble des indices qui va nous informer sur la manière de comprendre les situations, la façon dont les élèves apprennent, les difficultés, etc. Et c'est souvent thématisé, j'en donne quelques exemples sur cette diapo, mais où il semble qu'il y a une forme de détermination du contexte sur l'activité d'enseignement-apprentissage. Alors, pour pouvoir regarder de plus près et mener en quelque sorte un travail épistémologique sur cette notion de contexte, de voir qu'est-ce qu'elle devient, est-ce qu'elle est toujours pertinente en didactique, comment est-ce qu'on peut la penser aujourd'hui, on va s'intéresser, je vous propose de faire un détour par un rappel ou une mise en évidence des processus qui affectent aujourd'hui notre appréhension des contextes et dans ce qu'on appelle un monde reconfiguré par le numérique. Alors, les deux éléments que l'on va pointer précisément, ça va être ici la construction identitaire et le rapport au savoir, dont il nous semble bien que c'est complètement reconfiguré actuellement depuis à peu près une vingtaine d'années, depuis un fort développement des usages du numérique. Nous pointons ici 4 points qui sont assez partagés dans les travaux qui s'intéressent à ces questions, mais on pourra en pointer d'autres et là, voilà, vous serez tout à fait, on sera intéressé de vos retours. Il nous semble bien qu'il y a déjà ce paradigme du sujet réflexif, qui est à la fois quelque chose qui est du côté de l'autonomie des individus, d'une forme d'émancipation, mais qui renvoie aussi à un ensemble d'injonctions sociétales où l'individu est en quelque sorte sommé, mais aussi auquel on donne les opportunités de réfléchir sur son activité, de se développer, etc. Et là, voilà, c'est un élément qui est extrêmement important. Un autre point, c'est celui des espaces d'apprentissage qui renvoie souvent à la notion de forme scolaire, qui semblaient des lieux, des moments, des situations qui étaient relativement identifiables et même parfois assez figées dans l'histoire, mais qui sont des constructions culturelles et dont on s'aperçoit qu'elles sont aujourd'hui des productions sociales qui sont évolutives, appuyées sur des dispositifs et des environnements qui sont très mouvants. Alors là, je fais juste une remarque, on va le dire, de géographe, sur ce terme d'espace, parce que même si les sciences humaines et sociales ont connu un tournant spatial, on mobilise encore peu le concept d'espace dans son véritable potentiel, je vais dire, conceptuel, puisque l'espace, je le dis là, ça n'existe pas s'il n'y a pas d'individu qui agit. C'est vraiment ancré sur des interactions. L'espace n'existe pas sans l'individu et sans les interactions. Un autre développement, le développement des usages du numérique a aussi permis des formes de mobilité que l'on ne connaissait pas, des mobilités physiques dans un environnement qui est tout à fait géographique. On peut se déplacer beaucoup plus vite, on va beaucoup plus loin, mais on a aussi toute cette mobilité en ligne et qui va favoriser un développement de l'apprentissage hors de l'école.
Et ce sont là, à ce moment-là, des pluralités d'espaces qui vont s'intercroiser, qui vont s'enchasser. Je le disais tout à l'heure, l'enseignement-apprentissage, ce sont des processus infocommunicationnels qui vont être appuyés par des dispositifs socio-techniques. Et en fait, quand on va s'inscrire dans des espaces d'apprentissage, on va mobiliser des agencements matériels, temporels, sociaux, spatiaux différents. Et en fait, aujourd'hui, apprendre, c'est aussi être dans cette mobilisation différente de fonctionnalités et qui est voilà qui construit un environnement extrêmement diversifié. J'essaye de ne pas utiliser le terme contexte, mais c'est vrai que spontanément, c'est le terme qui vient à l'esprit hein, pour désigner ces choses-là, mais là, j'essaye de ne pas trop l'utiliser. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, parce que si on essaye d'avoir une approche critique de ces questions-là aussi, on se rend compte que nous sommes bien soumis à une accélération de nos sociétés, une accélération des phénomènes, une injonction à la mobilité comme étant véritablement un facteur de promotion, de développement, etc. Et en fait, les individus sont actuellement confrontés à une démultiplication infinie des sources et des opportunités qui, là encore, jouent parfois un rôle permettant l'autonomie des individus, mais aussi qui soulève un enjeu d'épuisement des ressources des individus, et en particulier les ressources attentionnelles dont il est souvent question actuellement dans l'éducation. Voilà, alors ces différents points permettent de construire un petit peu un panorama de la situation actuelle, de ce qui est devenu apprendre. C'est-à-dire que apprendre se fait dans ce contexte-là, dans cette pluralité-là, et aussi dans cette... il y a une forme de vertige, en fait, quand on essaye de prendre conscience réellement de ce que ça sous-entend aujourd'hui, et qui va impacter le rapport au savoir des apprenants et qui va impacter leur manière de construire leurs apprentissages. Alors, pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes, on s'est dit qu'on allait prendre une discipline pour exemplifier un petit peu ces évolutions dues au numérique et donc à repenser cette notion de contexte. On a choisi, puisque c'est un des points de rencontre, la dialectique des langues, et de voir justement qu'est-ce que toutes ces modifications qu'induit le numérique, toutes ces injonctions qui sont aussi derrière le numérique, comment est-ce que ça a une influence, un impact sur l'enseignement et l'apprentissage des langues. On va reprendre, pas tout à fait point par point, mais à peu près justement les éléments qu'évoquait Elisabeth et qui font que finalement les contextes d'enseignement et d'apprentissage sont devenus très divers et ont évolué au cours de ces dernières années. Alors, si on prend justement la diversification des espaces d'usage et d'apprentissage, il y a eu en didactique des langues, depuis les années 2000 essentiellement, un grand nombre de travaux justement sur la participation d'apprenants à des sites, notamment des sites de fanfiction, donc des sites participatifs, des sites dans lesquels les participants peuvent construire, peuvent écrire en commun, de façon collaborative avec les autres usagers. Donc, dans ce qu'on appelle, ou ce que Magnifico et ses collègues appellent les User-Generated Content Affinity Spaces, donc des espaces, des plateformes qui sont construites par les personnes, par leurs actions et par leurs interactions. Et donc, la dialectique des langues s'est intéressée aux apprentissages essentiellement de jeunes asiatiques qui venaient d'arriver aux États-Unis et qui se sont inscrits sur ces sites de fanfiction, notamment pour réécrire des histoires de manga. Alors, cette demande, évidemment, dans ce type d'usage
qui a un impact sur l'apprentissage de la langue, puisqu'on s'est rendu compte que ces personnes apprenaient l'anglais de façon très active sur ces plateformes, qui n'étaient pas prévues pour ça, mais leur participation, leurs interactions leur permettaient de développer des compétences en langue, en culture, en interculturel, en confiance de soi, etc. Mais ça leur demandait à la fois de s'adapter à des spécificités technosémiotiques bien particulières, chaque site ayant ses spécificités, donc chaque site demandant de mobiliser certains éléments de la littératie numérique de chacune des personnes. Ça leur demande de s'adapter au cadre socio-interactionnel, c'est-à-dire au cadre d'interaction, à la façon dont on interagit. Et la recherche a montré notamment que ces jeunes avaient appris sur ces plateformes des formes d'anglais qui n'étaient pas les formes d'anglais qui sont, je dirais, valorisées par la forme scolaire, par l'institution scolaire. Ils ont appris dans le cadre de ces interactions entre jeunes un anglais qui est l'anglais de leur génération et qui justement va rentrer en conflit avec l'anglais de l'école. Donc, et ils ont réussi à faire donc de ces espaces d'usage des lieux d'apprentissage dans lesquels vraiment ils vont développer des compétences. Ils ont pu reconnaître des sortes d'affordances qui leur ont permis de développer des compétences en langue. Donc c'est un défi pour la didactique des langues, un défi qui est double. On en reparlera tout à l'heure. D'un côté, c'est comment prendre en compte ces expériences que certains apprenants ont en langue étrangère à travers justement leur participation à des espaces très divers, et comment, d'une autre façon, les préparer à agir dans ces espaces. C'est-à-dire comment est-ce que la didactique aussi peut se demander, mais est-ce qu'on ne doit pas préparer les apprenants à être capables d'interagir, d'agir sur des espaces variés au niveau du numérique? Alors, je coordonne 2 projets, le projet e-langue et e-langue citoyen, justement au Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe, qui s'intéresse à ces questions. On parlait tout à l'heure aussi d'accélération et de mobilité. Alors, on le voit aussi en didactique des langues de façon très claire. Il y a encore quelques années, eh bien, il y avait un lieu essentiel d'apprentissage, c'était l'institution éducative. On apprenait l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le russe à l'école, en gros, ou à l'université. Certes, il y avait quelques possibilités de l'apprendre en dehors. Je me rappelle que quand j'étais élève en 6e, on avait pu acheter des disques souples sur lesquels il y avait quelques leçons d'allemand. Il y avait les échanges, il y avait les correspondances scolaires, mais qui étaient encore finalement peu développées. Alors que actuellement, eh bien, les apprenants ont accès à de nombreux espaces, de nombreuses ressources. J'évoquais juste avant donc les Affinity Spaces, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi un accès à énormément de ressources qui font que dans la classe même, dans l'espace de la classe, les élèves peuvent être dans l'espace de la classe et ailleurs. Ils peuvent, grâce à leur portable, dans les écoles où c'est encore permis, ou dans les universités, consulter des ressources, interagir à l'extérieur de la classe. Donc, on voit que il y a dans la classe de langue une possible juxtaposition, voire un enchâssement des espaces à travers justement ces possibilités que l'on a d'une mobilité virtuelle. Alors, en didactique des langues, ça remet aussi en question énormément une distinction qui a été faite justement par Daben, que j'évoquais tout à l'heure, entre le milieu homoglotte et le milieu alloglotte. Alors, pour ceux qui ne sont pas en didactique des langues, c'est l'apprentissage en milieu homoglotte, c'est quand on apprend, par exemple, le français dans un territoire où on parle le français. Et l'apprentissage dans un milieu alloglotte, c'est quand on apprend, par exemple, le français
dans un milieu germanophone, c'est-à-dire dans un milieu où on ne parle pas la même langue, où on parle une autre langue. Eh bien ça, avec le numérique, je dirais que cette distinction, elle n'a plus vraiment lieu d'être. Vous allez avoir des apprenants, comme les Asiatiques que j'évoquais tout à l'heure, même si eux étaient en milieu homoglotte, mais ça pourrait avoir la même chose en milieu alloglotte, et cela existe, eh bien, qui vont passer une grande partie de leur temps sur des sites dont la langue de communication est la langue qu'ils apprennent. On le voit chez les jeunes, par exemple, en France, vous avez des jeunes qui vont passer des heures sur Fortnite et qui vont jouer en anglais, et qui vont se créer une sorte de contexte anglophone autour d'eux. Ils sont certes dans un milieu alloglotte, puisque l'on ne va pas parler l'anglais dans le territoire, où ce n'est pas la langue du territoire dans lequel ils apprennent, mais ils se construisent justement autour d'eux un contexte anglophone. Donc, ça complexifie évidemment énormément le contexte de la classe de langue, puisqu'on va se retrouver avec des élèves qui ont des expériences et des habitudes très différentes. Alors, de la même façon, à travers le numérique et à travers toutes ces expériences que les apprenants peuvent avoir, eh bien, on va avoir des classes et des individus et des classes qui vont être marqués par ce que Blumert et puis Vercovet appellent une superdiversité. Qu'est-ce que c'est que la superdiversité? C'est le fait que, du fait des mobilités de population, que ce soit les mobilités géographiques ou les mobilités à travers le numérique, les espaces virtuels, les réseaux, les communautés virtuelles, eh bien, chacun va se construire une identité qui va être à la croisée de ces expériences, à la croisée de ces diverses mobilités, et qui va devenir justement ce qu'il appelle ce que Blomert et Vercovet appellent super diverses. Donc, on va se retrouver chaque fois qu'on va être avec une classe, avec un groupe, justement, avec un groupe super divers, dont la super diversité peut d'ailleurs échapper largement à l'enseignant, voire au chercheur, lorsque il s'intéresse à ce qui se passe dans ces groupes et aux apprentissages dans ces groupes. On va donc se retrouver avec ce qu'on peut appeler un cadre socio-interactionnel pluriel, avec justement des personnes avec des cultures diverses, avec des interactions et des types d'interactions, des façons d'interaction, des façons d'interagir très diverses. Et puis surtout, ça c'est quelque chose qui est important, je pense, pour la transformation de la forme scolaire à travers le numérique. On va se retrouver avec des apprenants qui ont des identités qui ne sont pas simplement des identités d'apprenants. Lorsqu'ils utilisent, par exemple, l'anglais sur un jeu en ligne, ils n'ont pas l'identité d'apprenant, ils ont l'identité d'usager de la langue. Lorsqu'ils participent à des sites participatifs, ils ont aussi l'identité de citoyens. Ils sont membres de ces communautés à part entière, ils sont agissants sur ces communautés, ou même ils peuvent être reconnus comme des experts. C'était le cas de jeunes Chinois notamment, c'est un peu paradoxal, vous allez voir, de jeunes Chinois participant à des sites de fanfiction sur les mangas, et qui étaient considérés par des experts parce qu'ils étaient d'origine asiatique et que les mangas traitaient de sujets japonais. En fait, ils n'étaient dans leur réalité pas vraiment des experts, puisque japonais et chinois sont des cultures différentes, mais ils étaient considérés comme des experts. Donc, on va se retrouver avec des apprenants de langue qui ne sont pas simplement des apprenants, mais qui, dans d'autres contextes, vont être des usagers, des citoyens, voire des experts. Donc voilà, si je résume un petit peu tout ça, on va avoir justement une très forte complexité des contextes d'enseignement-apprentissage des langues, puisque d'un côté, on va avoir une super diversité de l'individu avec beaucoup d'usages très différents, des usages dans des lieux différents, dans la mobilisation de ressources différentes, dans des lieux différents, on le disait, au même moment, éventuellement, puisque dans la classe, on va pouvoir avoir recours à plusieurs ressources, comme on le disait. Donc, ça va
contribuer à avoir une super diversité du groupe classe et qui rend pour l'apprenant et pour le chercheur très difficile d'appréhender justement le contexte, d'appréhender cette super diversité, de savoir vraiment quel est le contexte dans lequel se déroule l'apprentissage, quel est ce contexte dont je dois dont je dois tenir compte si je veux faire des recherches ou si je veux enseigner. Alors, une fois qu'on a posé tous ces contextes, enfin tous ces éléments, pardon, tous ces constats, c'est vrai que à la suite de Christian, je pense qu'on peut tous être frappés de la difficulté que ça peut poser pour un enseignant de prendre en compte. Dans une situation antérieure, le contexte était un outil qui permettait de penser l'intervention didactique, où on pouvait se dire, je vais prendre en compte le contexte dans lequel, contexte socio-économique, culturel, etc., de mes élèves, de mes étudiants, pour pouvoir affiner, ajuster mon intervention didactique. Et là, on est devant quelque chose qui est, je le disais tout à l'heure, j'utilisais le terme de vertige, mais il me semble qu'il y a quelque chose de vertigineux. Alors, l'enseignant peut être confronté à une alternative, ou bien il se dit, eh bien, étant donné que je ne peux pas appréhender cette super diversité, je vais me recentrer sur le savoir. Moi, je suis là pour enseigner une langue, je suis là pour transmettre des savoirs, et puis le reste, c'est hors de ma portée. Ou bien, on peut essayer peut-être d'identifier quelques pistes. Alors, une des premières... je vois que le diaporama à l'écran est peut-être difficilement lisible. Donc, je vais recentrer, enfin, je vais préciser autrement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un enjeu pour l'enseignant à éviter justement de réduire cette super diversité. Parce qu'on pourrait être dans quelque chose de caricatural qui va au contraire générer avec les apprenants un malentendu, des malentendus supplémentaires, des malentendus socio-cognitifs, mais aussi une difficulté pour les apprenants de pouvoir mobiliser des savoirs qui vont être considérés comme illégitimes, qui vont être invisibilisés. Je donnerai simplement un exemple pour être très concrète. Dans une recherche actuelle, j'ai interviewé des adolescents qui mobilisent beaucoup ce qu'ils regardent sur TikTok ou ce qu'ils regardent sur YouTube. Et en fait, quand ils essayent d'utiliser ça en classe, les enseignants leur demandent spontanément où tu as trouvé cette information. Et les élèves répondent sur TikTok. Invariablement, en tout cas dans les enquêtes, dans mes retours d'entretien, ce que les enseignants répondent, c'est sur TikTok, ce n'est pas valable. Enfin, voilà, c'est pas ce type de savoir dont tu as besoin à l'école. Et là, cette manière en fait d'invisibiliser ou de rendre illégitime des savoirs peut générer une grande difficulté dans la classe même. Et donc, on aurait envie de proposer davantage qu'il y ait un enseignement explicite et une prise en compte de ces questions de superdiversité des contextes, de façon à ce que ça puisse être un objet de discussion, qu'il y ait un dialogue qui s'engage sur cette pluralité de la construction interactionnelle, sur la manière dont, justement, dans la classe, va se construire un contexte d'enseignement-apprentissage qui est au croisement de l'ensemble de ces expériences. Et ça amène effectivement à une réflexion sur la forme scolaire et les relations avec les autres formes qui permettent l'enseignement-apprentissage. Il y a un enjeu important à pouvoir construire une culture partagée de cette situation d'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire que ce qui se passe dans la classe, ce qui se passe dans le groupe d'apprenants avec l'enseignant doit pouvoir être mis en partage et de façon à ce qu'il y ait une production d'une culture vivante, partagée, de quelles sont nos expériences
langagières, quelles sont nos manières d'apprendre ailleurs, quelles traces nous avons de ce que nous avons appris et dans quel contexte nous l'avons appris, sur quel dispositif, etc., pour faire de la classe un espace commun, divers, mais qui est mobilisable ensemble. La verbalisation des usages est en quelque sorte un incontournable de cette manière de mettre en discussion et de produire une culture commune. Et évidemment, on pourrait se dire, mais où est-ce qu'on s'arrête? Jusqu'où on va? Et là, il y a un enjeu à pouvoir identifier des lignes de force, c'est-à-dire des formes d'invariants de ces contextes actuels pour que ça puisse être mis au travail et que ça puisse favoriser les apprentissages. Alors, ça, vas-y. Pardon. Ça, c'est un des aspects, justement, c'est tenir compte de tout ça, de prendre en compte ces différentes histoires, ces différentes contextes desquels viennent les apprenants et du contexte donc difficile à définir qui se retrouve dans la classe. D'un autre côté, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure pour la didactique, le savoir que nos apprenants ou certains de nos apprenants agissent et interagissent dans des espaces différents de celui de l'école, dans des formes différentes de celui de l'école, et qu'ils sont capables d'y apprendre, cela demande évidemment à la didactique de s'interroger sur la façon dont on va pouvoir aider les apprenants à être actifs sur ces espaces, et donc à développer non seulement une littératie numérique, mais des littératies différentes qui vont se recouper, qui vont s'entremêler pour être capables d'agir sur ces espaces qui eux-mêmes ont des règles donc bien particulières, des dispositifs avec des façons de fonctionner bien particulières et qui vont demander à la fois des littératies au niveau informationnel, au niveau visuel, au niveau médiatique, etc. Donc, de repenser un petit peu les objets de la didactique en général, notamment donc, dans mon cas de la didactique des langues. L'idée étant de donner, d'aider les apprenants à développer un pouvoir d'agir, à être capable donc d'agir dans ces contextes, tout en les comprenant, en voyant ce qui en fait leur spécificité, en ayant un regard critique sur ces espaces dans lesquels ils agissent, pour justement pouvoir prendre leur place, pour être acceptés dans ces espaces, pour être acceptés sur ces plateformes collaboratives, et pour bien justement ne pas simplement avoir une action en se disant c'est super, c'est bien, je m'amuse, etc., mais de voir aussi d'être conscient de l'impact que ça peut avoir sur leur personnalité, sur la société, sur les langues, etc. Donc d'avoir un recul critique sur les espaces dans lesquels ils interagissent en dehors de l'institution éducative. Alors, quelques mots de conclusion pour dégager peut-être des perspectives et puis ensuite ouvrir sur des échanges. La question qu'on s'était posée au départ avec Christian, c'était de se demander si la notion de contexte même était toujours pertinente pour pouvoir penser le travail en didactique. Est-ce que c'était un outil facilitateur de la réflexion enseignante ou bien est-ce que ça devenait un réel obstacle et qu'il valait peut-être mieux laisser de côté? Très clairement, il nous semble bien que ce soit un outil intellectuel qui permette de penser les situations, un outil suffisamment robuste, mais dans la mesure où on prend au sérieux les reconfigurations opérées par le numérique. Qu'il s'agisse des pratiques sociales, des dispositifs, des fonctionnels, enfin voilà, de la diversité des fonctionnalités appuyées par ces dispositifs. Il y a un enjeu didactique qui est complexe, qui est clairement soulevé ici et qui est bien, comme le disait Christian tout de suite, comment permettre de repenser les situations d'enseignement-apprentissage pour permettre aux apprenants de trouver leur place et d'avancer dans leurs apprentissages, dans leurs acquisitions.
Et là, on a une forme, alors non pas de beauté en touche, hein, mais parce qu'il y a quelque chose qui est quand même dans l'idée qu'il faut construire l'opérationnalisation de tout ça, c'est de se dire qu'il faut expérimenter en fait avec les apprenants et expérimenter du côté de l'explicitation de cette diversité des contextes et de la dimension quand même technique qu'a pris l'enseignement et l'apprentissage des langues. Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie de votre écoute. Voilà, et pour ceux qui sont intéressés, en fait, l'intervention est basée sur un chapitre d'ouvrage qui doit sortir théoriquement incessamment sous peu, comme on dit, aux presses universitaires de Lyon. Merci Bien, beaucoup. merci infiniment, Elisabeth Schneider. Merci beaucoup, Christian Olivier. D'un point de vue pratique, les questions sont plutôt à poser après la seconde intervention. Je vous invite cependant à noter peut-être dans l'espace de discussion les questions que vous souhaitez poser aux intervenants, comme ça ils pourront déjà préparer des éléments de réponse. Et nous allons laisser maintenant la parole à Sylvain Genevois, qui va nous faire une intervention, une communication intitulée « Enseigner en contexte hybride ». Quelle évolution des pratiques et quelles compétences pour l'enseignement du XXIe siècle? Oui, voilà. Merci beaucoup, Pierre-Éric. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis content d'intervenir après Christian et Elisabeth parce que ça va faire écho, ma communication. Enfin, je vais essayer de faire écho à plusieurs termes qui ont été employés, les termes d'environnement, de contexte, les termes également d'ici, d'ailleurs, d'espace, de pluralité des espaces. Donc, étant également géographe, je vais essayer de donner une lecture de géographe. Alors, la présentation que je vais faire concerne un gros projet qu'on mène depuis 2 ans avec le ministère et sur 2 académies. Alors, c'est important parce que nous sommes plusieurs territoires ultramarins à travailler ensemble. Nous travaillons entre Mayotte et La Réunion, donc 2 académies qui sont concernées. Et donc, on s'est intéressé depuis 2 ans aux transformations des modes d'enseignement-apprentissage dans ce qu'on a appelé, alors avec beaucoup d'ambiguïté, l'hybridation. Le présent et le distanciel, le présentiel et le distanciel qui se mêlent, et ça pose des questions justement sur, ça revisite en quelque sorte la notion de contexte. Alors, par rapport à ça, il semble d'abord qu'il faille faire une mise au point assez ferme. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambiguïté, de polysémie dans les termes. J'ai repris des images qu'on a vues circuler disant non, mais ça, c'est pas l'école. Hein, le numérique vient bouleverser, vient en choc quelque part. Et donc, la notion d'environnement, je prends le mot environnement en compte, qui a été prononcé tout à l'heure, l'environnement numérique confondu avec l'environnement scolaire, et qui seraient 2 choses différentes. Bon. En fait, c'est complexe parce que ces environnements sont aussi des environnements d'interaction, ça a été dit, et le numérique favorise les interactions. Donc, il n'y a pas d'un côté l'école et de l'autre côté le numérique, et 2 cultures, la culture numérique et la culture scolaire, qui seraient en choc. Et pourtant, c'est vécu souvent dans les représentations comme telles. Alors, je suis remonté un peu en arrière et j'ai retrouvé cette très belle image qui montre une situation, on est avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, aux États-Unis, et on est dans un contexte là aussi alors pas de pandémie, mais d'épidémie de poliomyélite aux États-Unis, à Chicago. Et nous voyons sur cette image des élèves qui ont reproduit dans leur salon une situation très scolaire avec des bureaux en quelque sorte dans la salle à manger, qui ont sous les yeux des livres de géographie. Alors normalement les livres de géographie ça sert à voyager dans l'ailleurs, mais qui en fait sont ici, ils sont chez eux dans un ici où ils écoutent à la radio. À l'époque c'est pas la télévision, c'est pas Internet, ce sont d'autres médias qui sont la radio et qui écoutent la voix du maître, et qui donc reproduisent en quelque sorte des formes scolaires à la maison. Donc, si on regarde les choses de point de vue historique, il y a très longtemps que l'école se fait hors de l'école,
et qu'il y avait eu des expériences, des expérimentations, alors souvent réduites et souvent temporaires, parce qu'une fois l'épidémie passée, c'est ce qu'on est en train de vivre, hein, on revient à l'école d'avant, c'est-à-dire qu'on revient en présentiel pur et simple, hein, c'est un peu les questions qu'on a actuellement. Et donc, qu'est-ce qui est déporté hors de l'école? Est-ce qu'on va rescolariser en quelque sorte les familles? Et là, on sait qu'on va se heurter à des problèmes. Et donc, c'est vraiment toutes ces questions qui sont là depuis longtemps maintenant, depuis plus d'un siècle. Alors, j'ai repris quelques images ici pour savoir justement quelle est la pluralité de ces contextes qui sont en jeu dans ce qui s'est passé. Alors, un présentiel qui a été complètement dégradé avec les masques, avec la distance métrique. Hein, nous avons vécu depuis 2 ans maintenant une détérioration des conditions, du contexte scolaire, hein, on va dire. Et donc, ça réinterroge ce contexte du présentiel où tout se passait dans l'unité de temps, de lieu qu'on connaît bien, la forme scolaire, hein, eh bien, a été empêché. Hein, donc, une forme d'empêchement du contexte qui ne fonctionne plus, le contexte de la classe. Alors, je le dis tout de suite, j'ai un peu de mal à me reconnaître dans les approches sociologiques macro, méso ou micro-contexte. Il me semble qu'aujourd'hui, et ça a été un peu dit dans la communication précédente, nous sommes dans un télescopage, un enchevêtrement de l'ici, de l'ailleurs. Il n'y aurait pas des grands contextes déterminants qui seraient des contextes macro des systèmes éducatifs, et puis de l'autre, le micro-contexte de la classe, c'est-à-dire que ce qui a été décidé à grande échelle, hein, c'est-à-dire à l'échelle nationale, hein, a eu un impact direct dans les classes où il a fallu continuer. Hein. L'injonction de la continuité pédagogique s'est traduite par une espèce de nouvelle forme scolaire, enfin une forme scolaire un peu particulière. Donc ça, c'est la situation en présence. Et puis à distance, alors des choses assez innovantes quand même. Alors innovantes, peut-être pas vraiment, mais en tous les cas qui interrogent, puisqu'on est dans un enseignement à distance d'urgence. C'est pas vraiment de l'enseignement à distance, c'est-à-dire que de l'enseignement à distance improvisé, hein, en quelque sorte, où on voit des interactions entre apprenants et enseignants, mais en synchrone. Alors c'est tout à fait nouveau parce que, alors nouveau oui et non, parce que à la radio tout à l'heure on voyait bien sûr aussi des interactions synchrones, mais avec peut-être plus aussi de déformalisation des apprentissages. On n'avait pas l'habitude d'avoir directement l'enseignant présent dans la sphère privée, en tout cas. Et puis des situations plus informelles d'interaction où les élèves ont interagi entre eux, se sont échangés des ressources. Il s'est passé des choses, des lignes ont bougé, les frontières entre la sphère scolaire et la sphère familiale ou privée ont été réinterrogées. Alors, tout ça pour dire que le contexte pandémique nécessite d'interroger bien sûr les pratiques et les représentations, d'une part, et puis d'interroger quelque chose qui, moi, me pose vraiment problème actuellement dans mes recherches, parce que c'est une construction sociale et mentale qui fait qu'on n'arrête pas de distinguer le dans la classe ou le en dehors de la classe, le dans l'école, en dehors de l'école, comme s'il y avait des murs, des frontières, et finalement, on construit des catégories de pensée qui nous empêchent de comprendre les transformations à l'œuvre avec le numérique. Alors, on a mené 2 enquêtes que je ne vais pas reprendre, mais qui sont en ligne. On a fait 2 enquêtes au tout début de la pandémie. Il y a eu d'autres enquêtes qui ont été faites d'ailleurs par des collègues qui sont ici présents, hein, en Polynésie notamment, et puis dans d'autres contextes ultramarins ou à l'échelle métropolitaine. On a eu beaucoup d'enquêtes sur ce qui se transformait ou ce qui se passait dans le contexte pandémique. Alors, ces 2 enquêtes, elles ont été menées à l'échelle nationale, à la fois du côté étudiant, du côté de la formation initiale. 1300 réponses à l'échelle nationale, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un panel. Et puis, à l'échelle des enseignants dans les différentes académies, où nous avons eu beaucoup plus de réponses. L'enquête a été relayée par le Café pédagogique. C'est une grosse enquête qu'on a exploitée et qui a permis de dégager des évolutions, des transformations à l'œuvre. Alors rapidement, pour le contexte de la recherche, donc une recherche sur 2 académies, 2 populations étudiées en formation initiale et également en situation ordinaire, on va dire. Alors extraordinaire par le contexte, mais ordinaire par le fait que
On n'est pas sur des postures expérimentales, on est plus dans des postures compréhensives, où on essaye de comprendre ce qui se joue dans les classes. Donc, plutôt actuellement des postures d'observation. On commence actuellement à expérimenter, à suivre 2 ou 3 établissements où on essaie de comprendre ce qui se passe dans un contexte post-pandémique pour voir si les lignes ont bougé et s'il reste des choses. Alors, les questionnements vont faire écho à ce qu'on a commencé à discuter ce qui a été présenté plutôt et qui sera discuté ensuite à la suite des 2 communications, à savoir ce que j'appelle moi les connecteurs, parce que plutôt d'être dans une forme d'injonction à la continuité, il faut parler aussi des discontinuités. Alors pour certains chercheurs, pédagogues notamment, les discontinuités construisent l'enfant, le milieu de la famille, le milieu de l'école, se complètent et finalement permettent, dans une pluralité de situations, d'acteurs, de se construire en tant que citoyen, en tant qu'acteur social. Et par conséquent, les discontinuités sont aussi importantes que les continuités. Et donc, ça permet de réinterroger à travers cette question de continuité, discontinuité, la question également des outils synchrones, asynchrones, parce que quand on est en mode asynchrone, on est beaucoup sur des ruptures, des espaces qu'il faut s'approprier, des ressources qui sont à distance, qui sont déportées hors de l'école, et qu'il faut donc restabiliser dans ce que j'appellerais un cadre spatio-temporel. Ce qui finalement a été profondément bouleversé, c'est le cadre spatio-temporel d'action de l'enseignant. Et comment restabiliser, la question, comment restabiliser à travers ces discontinuités un cadre d'action spatio-temporel. Alors, je ne vais pas développer, mais il y a eu des recherches beaucoup sur l'enseignement hybride, alors plutôt dans le niveau enseignement supérieur, plutôt à l'université, et on essaye d'adapter ces cadres. Il y avait eu des typologies qui avaient été faites déjà il y a une vingtaine d'années, c'est déjà ancien. On s'intéresse à l'entre-deux, donc pas à l'ici ou à l'ailleurs, mais à ce qui se joue entre les deux, c'est-à-dire quelque chose qui serait de l'ordre du présentiel allégé, du présentiel réduit, mais pas du tout distant. Et c'est vraiment ça qui est en jeu dans l'hybridation, c'est-à-dire ces formes d'interpénétration, d'enchevêtrement, d'hybridation entre le présentiel et le distant. Alors bien sûr, la question des médiations, des médiatisations, qui est une vieille question en ce qui concerne le numérique, se trouve réinterrogée. Les liens également, les relations pédagogiques. La question qui se pose très fortement aujourd'hui, il a été question de maintenir un lien à distance. Mais finalement, est-ce que c'était de nature un lien, ce lien était-il un lien pédagogique? C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait retrouver des formes d'interaction pédagogique ou est-ce qu'on était simplement sur un lien communicationnel, comme souvent c'est le cas dans les plateformes aujourd'hui, qui sont plus des plateformes de communication, d'échange, et c'est important, d'interaction, mais qui ne sont pas forcément, qui ne reconstruisent pas forcément le lien pédagogique. Enfin, c'est quelque chose qui est interrogé. Alors, très rapidement, sur les enquêtes qu'on a pu mener, quelques résultats, je ne vais pas les présenter dans leur intégralité, ça serait trop long, mais quand même, ces enquêtes nous montrent, permettent de pointer les phénomènes de décontextualisation, recontextualisation. À travers notamment cette déstabilisation que j'évoquais et le fait que ça a été un déclencheur, cette crise pandémique, ça a révélé des choses qui étaient à l'œuvre, des transformations qui étaient à l'œuvre. Mais par exemple, les questions de coéducation, d'école ouverte, d'école inclusive, alors qui sont des questions qui sont un peu actuellement transversales, qui fait que on réinterroge l'école de l'extérieur avec le numérique. Et donc, le contexte n'est pas interne ou externe à l'école. Et c'est là que le mot environnement culturel ou culture numérique ou environnement d'apprentissage à l'aide des outils numériques devient fort parce qu'il globalise les problèmes et il permet de montrer que le contexte est ce que j'appellerais un actant, c'est-à-dire ni un acteur, ni
complètement extérieur en termes d'agent, agent qui subit ou acteur qui agit. Et puisqu'il était question tout à l'heure de pouvoir d'agir, ce qui nous intéresse de voir, c'est comment en fait on redonne du pouvoir d'agir effectivement à travers ces distances et ces reconfigurations. On a interrogé les enseignants ici sur la question, leurs sentiments par rapport à ce qui se transformait et cette injonction à s'adapter à l'incertitude, au changement. Nous allons publier là actuellement un article qui va sortir d'Université sur l'adaptation au changement à l'incertitude. C'est quelque chose qui est très fort parce que le contexte lui-même devient incertain. On ne sait pas ce qui va se passer ensuite, si la pandémie va perdurer. Et donc l'adaptation, la capacité d'adaptation à l'incertitude, au changement, devient une question centrale aujourd'hui dans les recherches en éducation. Je ne vais pas trop commenter ces résultats, mais quand même, on est encore dans des formes de ping-pong. On envoie des fichiers attachés. L'écosystème numérique des enseignants n'est pas stabilisé. Ils n'ont pas de plateforme à disposition. Ces plateformes ne fonctionnent pas. Donc, on est dans une approche souvent régressive du numérique et pas dans des potentialités réelles de ce qu'il peut apporter, avec là aussi beaucoup de problèmes d'accès, d'inégalités dans l'accès, on le sait, donc d'aggravation des inégalités scolaires. Et puis la question de la déstructuration de l'espace-temps scolaire. Donc, dans les questions qu'on posait, on le voit très nettement, plus de 40%, presque la moitié des enseignants déclarent que finalement, cet espace-temps a été trop vite bouleversé, sans capacité d'adaptation des enseignants, sans possibilité, dans l'urgence, de vraiment réagir. Toujours dans les résultats, la question de maintenir une présence à distance. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui qui interroge beaucoup les recherches en éducation. Plutôt que de parler d'enseignement à distance, plutôt de la question de la présence à distance. C'est-à-dire qu'on peut être absent. Je rappelle que le contraire de la présence, c'est pas la distance. Le contraire de la présence, c'est l'absence. Et comment, quand l'enseignant est absent, ils peuvent se passer des choses sur des plateformes, dans des interactions synchrones ou asynchrones, avec ou sans la présence de l'enseignant. Et donc, ces questions sont récurrentes aujourd'hui autour de la présence à distance, des formes de reconfiguration de la présence à distance. Donc, si on résume, j'essaie de synthétiser un peu les choses. L'école a toujours été de toute façon hybride. L'enseignement hybride, qu'on a trop souvent tendance à réduire à l'enseignement à distance, a toujours quelque part existé à travers les devoirs à la maison, à travers les relations avec les familles. L'hybridation était déjà là, même si elle n'était pas visible. Elle était là sous certaines formes très particulières, souvent avec des publics cibles qui étaient très spécifiques, des publics empêchés, par exemple des élèves qui suivent des cursus particuliers, élèves à haut niveau sportif ou ayant besoin de publics spécifiques, ayant besoin d'accompagnement plus fort. Et donc, le numérique venait simplement en support dans des contextes très spécifiques. Et là, on est dans une généralisation de contextes ordinaires où ce qui était à destination de publics extraordinaires, entre guillemets, de publics spécifiques, devient la situation ordinaire. Donc la question, c'est comment on déporte à distance des ressources, des activités. Et donc, c'est pas du tout la question de l'enseignement à distance qui a été très mal perçue, ou du moins qui a été réduite en quelque sorte à quelque chose qui était l'enseignement à distance. Alors, plus que l'espace, plus que la distance, ce que j'interroge, et ça fait l'objet de mon travail d'HDR, c'est la question des territoires. Parce que le mot territoire n'a pas beaucoup été utilisé jusqu'à maintenant, mais la territorialisation de l'école ou la reterritorialisation de l'école à travers le numérique et à travers les territoires d'apprentissage sont des questions fondamentales aujourd'hui. Parce que dans le territoire, il n'y a pas seulement de l'espace, il y a aussi des représentations, il y a des pratiques, mais il y a surtout des frontières, des limites invisibles qui se reconstruisent en permanence. Et donc, ces territoires de l'apprendre aujourd'hui qui se dilatent, il y a véritablement une dilatation de l'école, qu'on le veuille ou non, à travers le numérique. Donc, ces formes de dilatation me paraissent tout à fait intéressantes à interroger aujourd'hui
à travers les médiations, les reconfigurations. Alors, c'était des recherches qui existaient déjà, mais on n'était pas vraiment sur les formes de déterritorialisation, reterritorialisation de l'école. On y est très fortement aujourd'hui. Cette vision que l'école est un lieu matériel, et puis un espace d'interaction, et puis un territoire plus large d'apprentissage, lieu, espace, territoire, je crois que ce sont des catégories que nous réinterrogeons en permanence aujourd'hui. J'avais travaillé il y a déjà une quinzaine d'années, au moment de l'introduction, de l'intégration des ENT, les environnements. Alors, on ne savait pas d'ailleurs si on disait espace ou environnement numérique d'apprentissage, et les deux, la confusion entre les deux termes était intéressante d'ailleurs à voir parce qu'on était déjà dans ces problématiques espace-environnement. Le concept sur lequel j'avais travaillé, c'est la notion d'école étendue, c'est-à-dire l'école qui se dilate hors des murs. Et on avait publié un article à l'époque dans la Revue française de pédagogie sur les questions de dilatation de la sphère scolaire. Cette dilatation, elle est déjà ancienne, mais elle était posée dans des termes qui étaient de reconfigurer un espace-temps scolaire qui serait entièrement numérique. Une sorte de doublon numérique de l'école, qui serait l'ENT, qui serait aujourd'hui Pronote ou je ne sais quoi, la plateforme utilisée, plateforme collaborative ou plateforme à distance utilisée par l'établissement. C'est un peu plus complexe aujourd'hui parce que ces plateformes ne permettent pas de résoudre la question de l'intrusion en quelque sorte dans la sphère privée familiale de l'école. Et donc, l'expression très dommageable d'école à la maison, c'est quoi l'école à la maison? Ça n'existe pas. L'école à la maison, on sait bien que ça ne marche pas. Parce que l'école à la maison, c'est en gros les parents qui auraient à prendre en charge, je simplifie, je caricature, mais qui auraient à prendre en charge les missions éducatives. Alors, il y en a, bien sûr, les parents en ont, mais vous voyez, donc la coéducation très vite vient comme question récurrente et l'école à la maison vient comme une métaphore spatiale où tout se jouerait à la maison et plus à l'école. Alors, ça veut dire que l'école se dissout comme lieu d'apprentissage et ça me paraît extrêmement inquiétant de parler d'école à la maison. Pareil, la classe virtuelle, cette espèce de virtualisation de la classe, et donc entre le tout présentiel, le tout distanciel, le tout matériel, le tout virtuel, le tout école, le tout à la maison, donc ces espèces de couples d'opposition, de termes opposés qui empêchent de comprendre et qui empêchent de travailler sur les formes de continuum. Où sont les continuums entre les deux? C'est ça qu'il faut interroger et ce n'est pas les lieux, ce ne sont pas les pôles, les dipôles en quelque sorte qui sont en opposition. Et là, vraiment quelque chose. Alors, l'alternance, là aussi, véhicule des choses, mais la classe alternée aujourd'hui, on a aujourd'hui des formes de classes transplantées, alternées, de classes hybrides qu'on pourrait interroger dans cet entre-deux. Donc, vous l'avez compris, nous interrogeons, nous sommes plusieurs chercheurs et nous partageons ces questionnements sur la forme scolaire, la transformation de la forme scolaire. La question aussi de l'innovation. L'innovation n'est pas forcément une innovation incrémentale comme on le pensait avec le numérique ou par petits sauts. L'utilisation des technologies numériques viendrait progressivement apporter à la marge, en dehors de l'école, à l'extérieur, quelque part, à l'extérieur de l'école, viendrait implanter des transformations. Non, pas du tout. On est peut-être dans un moment de rupture. En tout cas, c'est une question. Il y a des formes de seuil, d'innovation rupture dans les périodes de crise. On ne reviendra peut-être pas à l'école telle qu'on l'a connue. Certains le voudraient. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, ni disruption, ni saut dans l'inconnu. Et peut-être partir de l'environnement proche, c'est-à-dire du cadre d'action des enseignants tels qu'ils peuvent le faire évoluer à partir de leurs pratiques existantes, et pas tel qu'on voudrait que l'école devienne une sorte de futur impossible, de futur lointain impossible. Ça réinterroge les formes d'adaptation, ça réinterroge également
le contexte, l'environnement qui devient quelque part un surdéterminant de l'action, ça a été dit tout à l'heure. Donc, enseigner en distance, c'est pas enseigner en hybride, hein, l'enseignement hybride est vraiment dans cet entre-deux, je l'ai dit. Ce nouveau cadre spatio-temporel à construire n'est pas encore là. Hein, il est en train de se reconstruire très difficilement parce que les communautés d'apprentissage ont été beaucoup perturbées par ce qui s'est passé et se sont adaptées comme elles ont pu. Tenir compte, le terme a été employé tout à l'heure par Christian, tenir compte de. On ne s'est pas du tout concerté pour nos deux présentations avec Elisabeth et Christian, mais j'ai repris le même terme, hein, c'est pas un hasard, tenir compte des contextes, mais aussi bien géographiques, culturels, sociaux et familiaux. Donc ça, c'est essentiel. Donc l'hybridation, telle que par exemple Marcel Lebrun la montre, elle n'est pas dans le ou, elle est plutôt dans le et. Et donc dans quelque chose ce schéma que j'aime bien, qui est on sort de la vision alternative ou juxtapositive entre le présentiel et le distanciel, mais quelque chose qui serait un mélange des deux, une sorte d'hybridation, d'équilibre entre les deux. En guise de conclusion, pour ouvrir la discussion, donc l'hybridation, oui, l'hybridation des contextes, des situations. Alors le mot situation, qui n'est pas substituable à contexte, parce que les situations sont souvent interrogés par les didacticiens, souvent uniquement ou souvent trop uniquement à l'échelle de la classe, voire à l'échelle, on va dire, de ce qui se passe en dehors, mais souvent référé à un cadre d'usage qui est le numérique. Et donc, cadre d'usage, situation, réinterroge, ce sont deux catégories qui réinterrogent plus largement les termes d'environnement, de contexte, comprendre ce qui est en jeu dans cet entre-deux, et puis surtout, alors je l'ai un peu dit, mais je défends la notion de territoire, parce que ce à quoi on a assisté, hein, ce sont vraiment des formes de reterritorialisation invisible. Et on l'a très bien vu, hein, quand on ne peut pas se connecter à une plateforme parce qu'on n'est pas admis dans la plateforme, ou parce que tout se passe en synchrone et que si on a loupé le dernier cours à distance, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On voit bien que de nouvelles frontières se construisent, qui sont des frontières invisibles, où les familles sont souvent mises à distance, où les apprenants sont mis à distance quelque part parce qu'ils décrochent. On a eu beaucoup de décrochages scolaires à cause de ces formes de reterritorialisation par le numérique. Voilà, merci. Alors juste peut-être pour finir, une plateforme sur laquelle nous sommes en train de mettre des parcours en hybridation, une plateforme magistère sur laquelle on développe des parcours. Merci beaucoup Sylvain, merci infiniment. C'était extrêmement riche, vraiment riche. Je tiens à souligner pour l'ensemble des collègues que nous ne sommes pas forcément tous spécialisés sur le numérique. Autrement dit, nous avons un peu une posture naïve. C'est un petit peu aussi l'objectif du réseau, c'est de mettre en lien finalement des domaines de recherche extrêmement variés. Donc, soyez peut-être indulgents si les questions vous semblent peut-être un peu trop larges ou peut-être trop précises ou trop philosophiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, les questions ont fusé et elles sont venues principalement donc de Jean-Jacques dans un premier temps, et à Mayotte donc, et de Nour à Mayotte également. Donc pour Sylvain, dans le fil de discussion, c'est à partir de 9h50 que les questions ont commencé à fuser. Je vous laisse vous organiser pour les réponses. Peut-être d'abord laisser la parole à Elisabeth et Christian pour laisser un peu souffler Sylvain, si vous en êtes d'accord. On peut peut-être essayer de répondre à la question de Jean-Jacques sur la pertinence du concept du concept de contexte en soi. Tout à l'heure, Elisabeth a dit qu'on allait éviter une réponse de Normand, même si elle travaille à Caen. C'est évidemment, c'est une question qu'on s'est vraiment posée, comme le disait tout à l'heure Elisabeth, qu'on s'est vraiment sérieusement posée en se demandant, mais est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que du fait de cette super diversité du contexte et des contextes dans lesquels se trouvent les personnes, est-ce que ça apporte encore quelque chose
pour la recherche, est-ce qu'on ne passe pas souvent à côté de la réalité pour l'enseignement, justement? Est-ce que les enseignants ne passent pas à côté d'une grande partie des usages effectifs de leurs apprenants et n'ont pas en fait en face d'eux les personnes qu'ils pensent avoir en face d'eux? On l'a vu notamment avec le mythe des digital natives, où on est revenu maintenant largement sur cette idée qu'il y aurait des digital natives qui seraient particulièrement compétents et qui seraient capables d'utiliser le numérique pour l'apprentissage. Alors on s'est dit que oui, finalement, oui, mais on considère Elisabeth et moi que le contexte c'est une construction de toute façon. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, mais c'est quelque chose que l'on construit en faisant des choix de chercheurs, en faisant des choix d'enseignants. Et on se dit que l'important c'est de garder la notion, mais de la construire avec les personnes avec lesquelles on est impliqué dans la recherche, ou pour les enseignants de les construire avec les apprenants, justement en explicitant, en échangeant sur bien les pratiques, les espaces sur lesquels on agit, en étant dans la classe et en étant en dehors de la classe. Donc, c'est comme ça qu'il nous semble que le contexte peut encore garder une pertinence et être intéressant, mais pas un contexte construit unilatéralement. J'espère ne pas avoir trahi tout à fait la pensée que l'on avait. Et je terminerai en répondant aussi pour le coup à la demande s'il y avait des propositions didactiques qui vont dans ce sens-là. Je dirais qu'il me semble qu'il est pertinent d'avoir une approche culturelle en fait de la notion de contexte, et dans la mesure où comme pour la culture même, on peut avoir une approche patrimoniale de ce que c'est que la culture, c'est-à-dire voilà, on dit la culture c'est ça, 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 on a un inventaire et on transmet. On peut avoir une approche patrimoniale en quelque sorte du contexte, c'est de se dire voilà, le contexte c'est ça, c'est la catégorie socio-professionnelle des parents, c'est l'environnement, est-ce qu'il y a une proximité de lieux culturels, voilà. Et puis on peut avoir une approche culturelle sous l'angle d'une fabrication vivante, c'est-à-dire on produit cette réflexion-là ensemble. Et donc, je mentionnerai les travaux d'un collègue en géographie que Sylvain Genevoix connaît bien, Jean-François Thémine, qui, avec d'autres, en particulier avec des enseignants du second degré, a développé la question des parcours commentés faits par des élèves. Donc là, c'était dans l'idée de mettre en évidence l'espace vécu des élèves dans une ville, à quel point leur représentation de l'espace est différente de celle qui est présente dans les manuels de géographie. Et en fait, on peut faire la même chose avec le contexte. Par exemple, un enseignant pourrait proposer à ses apprenants de rendre sous forme visuelle, peut-être une cartographie, peut-être un parcours avec des collages, peut-être un portfolio, où ils pourraient collecter des traces, des captures d'écran, des photographies, des dessins, une forme de sketch note peut-être, où ils pourraient représenter en fait les différents espaces sur lesquels ils apprennent, ils interagissent, et on aurait quelque chose qui pourrait se dessiner de façon singulière à partir de chaque apprenant, et ensuite voilà, on les expose, on les soumet, on les met en discussion, on les regarde et on voit ce qui est partagé, ce qui est différent, et je crois que là on pourrait faire de cet objet-là, on pourrait rendre visible cette diversité des contextes. On pourrait verbaliser, de dire voilà, tu apprends quoi dans cet endroit-là, avec qui tu interagis, et quelles difficultés ça te pose, ou au contraire quelle richesse pour toi de le faire là, de le faire comme ça. Et à partir de là, je pense qu'une forme d'évaluation diagnostique des contextes. Et peut-être que probablement qu'un enseignant pourrait y trouver du grain à moudre pour ensuite proposer des choses pour ajuster, pour mobiliser, favoriser des mobilisations, et voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions qui sont...
Oui, excuse-moi, Si je question. peux me permettre, sur l'autre volet, donc le volet du défi pour la didactique, en fait, sur les objets de la didactique et la préparation justement des apprenants à interagir ou à agir sur des espaces très différents, on travaille sur les deux projets que je pilote, projet européen et le projet du Centre européen pour les langues vivantes, sur la notion de tâches ancrées dans la vie réelle, qui amène en classe les élèves à participer à des sites participatifs. Alors, ça peut être des sites participatifs sur lesquels ils ont l'habitude de participer, pour certains, comme TikTok ou des sites plus, enfin, Instagram qui sont en vogue chez les jeunes, Discord, etc. Ou sur des sites sur lesquels ils ne seraient pas spontanément amenés à interagir pour justement leur apprendre à prendre en compte des différents cadres socio-interactionnels, des différents dispositifs et des règles de ces dispositifs, des règles de ces espaces, et d'intégrer, en fait, de faire entrer aussi dans l'école ces espaces et en même temps d'emmener les élèves dans des espaces sur lesquels ils ne seraient pas forcément allés et de faire un peu le pont entre les différentes formes, la forme scolaire et les formes que peuvent prendre ces différents espaces et les interactions qui ont lieu sur ces espaces. Merci beaucoup. Je vais donner la parole ensuite peut-être à Nour. Il y avait des éléments peut-être plus précis sur les aspects culturels, il me semble. Mais moi, je souhaitais rebondir sur vos réponses, hein. Vous avez une perspective qui est assez constructiviste, hein, finalement, sur la mise en œuvre des contextes, hein. La réalité du contexte n'est que dans sa construction, si j'ai bien compris. Il me semble qu'il y a peut-être des éléments que l'on pourrait mobiliser sur cette idée de tissage des contextes. Avec Sylvain, nous avons déjà évoqué cette situation en reprenant d'ailleurs une notion qui vient de la littérature comparée, la notion de contexture, c'est-à-dire de tissage de contextes différents, ce qui finalement répondrait peut-être en partie à la question de Jean-Jacques, est-ce qu'il existe des invariants, un modèle? A priori, à mon sens, non. Tout dépend des acteurs qui vont tisser d'une certaine façon, certes avec des pratiques peut-être modélisées, hein, mais qui vont tisser individuellement à leur façon ces contextes. Nour, tu avais des questions, il me semble, si tu veux prendre la parole, autour des aspects culturels. Oui, alors, je ne sais pas si ce sont vraiment des questions auxquelles on puisse apporter des réponses, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait nécessairement des réponses là, mais ce sont des questions que je me posais en fait concernant cette super diversité culturelle. Est-ce que ça fonctionnait réellement en termes uniquement d'ouverture, ou est-ce que ça bouscule en fait un petit peu les hiérarchies? Est-ce que les gens priorisent les interactions qu'ils ont avec ces individus du monde entier? Est-ce que ils vont avoir les mêmes interactions avec l'Indien, par exemple, quand ils vont apprendre des cours de langue en anglais, ou le britannique ou le canadien, s'ils ont le choix? Est-ce qu'ils vont choisir d'interagir avec le Sud-Africain, ou plutôt la personne qui vient de Londres, etc. Ça fait partie des questions que je me posais en fait. Le jour où ils ont ce choix et qu'ils sont en contact avec des gens du monde entier. Je peux aussi apporter deux réponses. Ouais, je peux essayer d'apporter deux réponses à partir de la recherche. Je ne connais pas de recherche sur les choix qui seraient faits, c'est-à-dire sur les raisons de choix. Est-ce qu'on choisirait plus un Sud-Africain, un Indien, etc., parce qu'on a les possibilités. Mais on sait que les origines jouent un rôle dans les interactions, notamment justement celles que j'évoquais, qui ont été étudiées sur les fanfictions de manga, où on voit justement que les Chinois qui participent, les jeunes Chinois qui participent en anglais, sont souvent considérés comme des représentants de la culture asiatique, de la culture asiatique, en quelque sorte essentialisée, dédiversifiée. En fait, on voit pas mal de pratiques qui montrent que il n'y a pas beaucoup de prise en compte de la superdiversité, mais plutôt une réduction de la superdiversité. Et pour donner un autre exemple de cette réduction de la prise en compte de la diversité, et là c'est un exemple un peu effrayant,
avec une collègue Sylvie Wharton, on a fait une enquête qu'on a publiée ensuite dans l'ouvrage publié par Sylvain et puis Nathalie Valion. On a fait une enquête auprès de sociolinguistes et de didacticiens des langues, qui donc devraient être particulièrement sensibles à cette notion de superdiversité. On leur a donné, parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé dans un projet, on leur a donné un extrait d'une lettre écrite par un étudiant comorien à son directeur de département pour contester une note. Et on leur a demandé de juger. Alors, il y avait quelques erreurs de français vues sur une façon normative. On leur a demandé donc de juger de la compétence communicative et de voir si, sachant que c'était un étudiant comorien, est-ce que ça changeait leur façon de voir les choses. Et c'est absolument, disons que 50% essentialisaient en fait la culture et pour eux ils ne voyaient pas que ça pouvait être une personne particulière qui pouvait avoir une histoire particulière, qui de ce fait de son histoire pouvait avoir une façon de s'exprimer bien particulière, mais on s'est retrouvé avec des réponses où on s'est dit mais on est dans le stéréotype, etc. Donc c'était assez effrayant. Il y a beaucoup d'essentialisation et de super essentialisation même dans la façon dont les collègues ont répondu, du genre bah oui, en voyant les erreurs, en se disant tout de suite oh ben ça doit être un étudiant africain, etc. Alors que c'était pas forcément le cas. Mais on voit tout de suite on fonctionne en catégorie, et même chez des sociolinguistes et des didacticiens des langues. Donc, au niveau des apprenants, je ne sais pas comment c'est, mais ça nous a beaucoup effrayés. Merci beaucoup. Merci Christian. Une question qui est également reprise par Nour et que j'avais posée initialement, qui pourrait aussi concerner plutôt sur les travaux, la proposition de communication de Sylvain, c'est sur la fragmentation des pratiques liées au numérique. Je sais que c'est une question totalement naïve, hein, mais moi j'aimerais avoir quelques éléments de réponse si c'est possible. Ça reprend également la question de Nour. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est une très bonne question. Les questions naïves sont souvent des bonnes questions. La question de la désynchronisation et de la resynchronisation de l'espace-temps scolaire à travers les outils numériques, c'est une question qui est centrale aujourd'hui et qui n'est pas du tout anecdotique. En théorie, le fait que le numérique nous donne un certain don d'ubiquité, même si c'est une illusion, hein, n'empêche que même les plus grands détracteurs du numérique ont utilisé massivement le numérique pour garder un lien avec leurs élèves. Qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas eu le numérique? Attention à tout ce discours anti-technophobe qui a tendance à faire le procès un peu vite. Bon, alors, ça ne veut pas dire que le numérique est tout puissant, qu'il a toutes les vertus, bien sûr, mais ce que je voulais dire par là, c'est que la question centrale de la désynchronisation, resynchronisation des espaces-temps, elle est vraiment importante. Et donc, effectivement, dans un premier temps, ça s'est traduit, ce qu'on a vécu dans le contexte pandémique, et puis même dans les contextes sociaux et les univers culturels, puisqu'il est question ici d'univers sociaux et culturels d'une très grande diversité que nous assumons et qu'il faut assumer, je pense, en tant que chercheur en éducation, c'est la richesse que nous assumons. On ne va pas chercher à réduire cette diversité. Au contraire, il faut la prendre en compte. Donc, comment on fait pour remettre du liant, remettre du continuum? Non pas réduire la diversité, mais mettre en contact ces formes d'altérité, d'identité et d'altérité qui se questionnent les unes par les autres. Et donc, cette contexture dont parlait tout à l'heure Pierre-Éric, qui permet de retisser du lien, donc on a travaillé dans un ouvrage, effectivement, que citait tout à l'heure Christian avec Nathalie Valiant, on a travaillé dans un ouvrage collectif, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur le contexte, non pas comme
une forme de surdéterminant ou de poids qui viendrait, mais au contraire qui est un atout. Et donc comment on transforme en fait cette fragmentation, ce risque de fragmentation des espaces d'enseignement-apprentissage en quelque chose qui permet de resynchroniser. Eh bien, en fait, ça s'est passé sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des enseignants qui continuent, alors qu'ils n'acceptaient pas de recevoir de messages à l'extérieur de l'école, ou qui n'acceptaient pas d'avoir un lien autre que le lien classique qu'on avait dans la classe. Eh bien, on voit aujourd'hui des lignes qui bougent et donc quelque part des formes de resynchronisation. Alors, en partie avec le numérique, mais pas seulement avec le numérique, aussi parce que l'école, la place des parents dans l'école ou en dehors de l'école, parce que les élèves pris comme des acteurs sociaux, des citoyens, et non pas comme des apprenants uniquement, ça a été dit tout à l'heure, le côté réducteur qui fait que, alors du coup, ça redonne du lien. Alors, je voudrais, de manière un peu décalée, dire quelque chose par rapport au vocabulaire, notamment par rapport à la notion de contexte. Qu'il s'agisse du contexte, de l'environnement ou même de l'espace, qui sont des grandes substances, des grandes catégories de pensée qui ne permettent pas vraiment d'appréhender. Je crois que ce qui compte, ce sont les adjectifs qu'on met derrière. Contexte culturel, contexte numérique, contexte social. On pourrait dire de manière interchangeable environnement culturel, environnement numérique, environnement social ou espace. Et donc, du coup, ces catégories sont désubstantifiées, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de validité, ne permettent pas d'être des catégories de pensée. Donc, les adjectifs sont plus importants que les termes, contexte, environnement, espace. Quand on parle d'espace numérique ou d'environnement numérique, et là, il y a quelque chose d'intéressant, parce que l'espace numérique, qui est quand même une forme d'espace unique, parce que s'il y a bien un moment donné où ces outils de communication nous mettent en lien, c'est bien à travers, par ces médiations numériques. Et donc, quelque part, parler d'espace ou d'environnement numérique, de quoi parler? Alors, on a entendu parler, par exemple, de l'établissement en contexte ou en régime. Par exemple, c'est à Nantes, au CREN, qu'il y a eu des publications sur l'établissement en régime numérique. Vous voyez, on cherche les termes, régime, contexte, environnement. Mais finalement, si on n'arrive pas à définir, c'est parce qu'on a un véritable problème. Et pareil, pour ce qu'on a aujourd'hui appelé le contexte écologique, parce que j'ai entendu dire tout à l'heure, Elisabeth a évoqué quelque chose qui viendrait, et Christian, et c'est très intéressant, réinterroger le contexte scolaire par l'extérieur. Et il y a tout un tas de recherches aujourd'hui sur les pratiques en contexte écologique. Écologique, là encore, l'adjectif écologique, quel sens a-t-il? C'est-à-dire, l'école ne serait pas dans l'environnement social, l'école ne serait pas dans la société. Et quelque part, on voit bien que chaque fois, on bute sur les mêmes questions. C'est-à-dire, la place de l'école, le rôle de l'école dans l'espace social, dans le contexte culturel. Et donc, on est dans des catégories englobantes dans l'école, dans lesquelles l'école est dedans ou dehors, mais toujours dans ce dedans-dehors. Donc, ce dedans-dehors devient infernal, parce qu'il est ingérable, quels que soient les termes qu'on utilise. Très bien, merci. D'ailleurs, ça reprend une des questions qui était posée également par Jean-Jacques autour de l'école, de la maison, de la famille. Je ne sais pas si tu voulais préciser ta pensée, Jean-Jacques. Non, pas plus que ça, mais Sylvain évoquait donc cet entre-deux entre les apprentissages à l'école et l'école à la maison. Donc, je posais un petit peu la question de quelles interactions, justement, on pourrait envisager entre ces deux pôles qui, a priori, seraient séparés. Par exemple, en éducation nationale, on parle beaucoup de l'école des parents et les parents dans l'école. Donc, je ne sais pas un petit peu quel est ton point de vue là-dessus. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de l'école inclusive et des parents, et je ne travaille pas du tout sur les parents, donc je ne peux pas répondre. Mais par contre, un terme qui a été souvent utilisé, qui n'est plus guère utilisé aujourd'hui, c'est le terme de milieu. Milieu familial, milieu parental, et puis milieu scolaire.
Alors, ce milieu avait un avantage. Chaque terme a un avantage et un inconvénient. Un contexte, on voit bien qu'il est surdéterminant. Environnement, il est très large et une espèce de catégorie englobante. Et puis, milieu avait un avantage. Ce terme avait une vertu, c'est qu'il nous permettait de mettre au milieu, c'est-à-dire au centre. Alors, qui est au centre, hein? Est-ce que ce qui se joue en termes d'enseignement-apprentissage est uniquement une relation enseignant-enseigné, ou est-ce que les parents ont aussi leur mot à dire? Du coup, pour répondre à ta question, Jean-Jacques, je pense que ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est créer un milieu suffisamment riche d'un point de vue didactique, d'un point de vue des ressources et des activités, pour que tout le monde contribue en quelque sorte à ce milieu qui n'est pas propre à l'école, qui n'est pas uniquement le milieu scolaire et qui n'est pas uniquement le milieu familial, qui a une interpénétration aujourd'hui des sphères familiales, sociales, scolaires, et que c'est compliqué, hein, que c'est assez compliqué. Alors pour répondre très concrètement, il y a aujourd'hui des dispositifs qui sont mis en place. Alors c'est en Normandie, hein, je pense qu'Elisabeth doit être au courant. Il y a un dispositif école rurale, territoire numérique ruraux. Alors territoire numérique ruraux, ça fait très appellation un peu très attractive, hein, n'est-ce pas? Mais on voit bien que ce qui est derrière, c'est de remettre du lien en milieu rural. C'est le cas de la Normandie, mais c'est le cas aussi de beaucoup, parce que ce qui est propre aux espaces ruraux est propre aussi aux territoires ultramarins, puisque c'est des questions d'enclavement, de distance, d'éloignement. Ce sont des questions récurrentes qu'on retrouve tout le temps, hein. Et quand on est en milieu enclavé, ruraux ou éloigné ou empêché parce qu'à cause de la distance, hein, et on connaît très bien ces problématiques-là dans les territoires ultramarins, dits ultra périphériques souvent, parce que loin de tout. Mais en fait, non, pas loin de tout. Nous sommes ensemble là aujourd'hui, et pourtant nous sommes très loin et très près. Et donc, ces proximités-distances, finalement, à travers des territoires numériques. Alors, le terme de territoire numérique doit aussi s'interroger parce que ça devient une catégorie très politique. Ce sont des dispositifs mis en place souvent sur des académies qui ont été choisies, sélectionnées, et on peut aussi se poser la question du périmètre de ces territoires numériques. Mais en tous les cas, on voit bien que ce qui est en jeu dans ces territoires numériques éducatifs, c'est la question des frontières. Qui est dedans, qui n'est pas dedans? Tout le monde, potentiellement, tous les dispositifs, toutes les situations devraient pouvoir permettre. Mais ça, c'est tout le problème de la communauté éducative. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. Effectivement, là, nous interrogeons vraiment le sujet qui nous questionne dans le réseau depuis un certain nombre de mois maintenant, c'est-à-dire tout ce qui concerne les didactiques contextuelles, hein. Et on voit bien que nous sommes véritablement au début d'un chantier, d'une réflexion qui est en cours. En tout cas, moi, j'ai bien retenu que les géographes qui sont intervenus aujourd'hui de formation, donc Elisabeth et Sylvain, ont véritablement posé cette idée de déterritorialisation, territorialisation finalement de ces espaces numériques. Ce sont des concepts de géographie assez anciens et assez pratiqués par ailleurs, au-delà du numérique, hein, et de la dimension éducative. Et effectivement, moi, je vois bien toutes les difficultés qu'il y a. C'est ce que disait Elisabeth au tout début de son intervention sur les idées de détermination. Elle n'a pas utilisé le mot déterminisme, hein, qui est fort en géographie, mais détermination. Et puis Sylvain a parlé, quant à lui, d'adaptation. Donc, je pense que là, véritablement, nous sommes au début d'un processus. Mais j'ai du mal à imaginer, comme le souhaitait peut-être Jean-Jacques, qu'il y ait des invariants qu'il souhaitait recueillir aujourd'hui. Oui, Jean-Jacques? Oui, bon, après, si un peu le temps, comment dire, c'est des questions que je me pose donc depuis un moment, hein, parce que le contexte à Mayotte, même si c'est très polysémique, le concept, bon, il est tellement fort et tellement présent qu'on ne peut pas l'oblitérer dans tout ce qu'on fait, dans notre vie de tous les jours, dans nos enseignements. Et je vais plutôt parler un petit peu en tant que logisticien. En 1905, on a un logisticien qui s'appelle Kurt Gödel qui a montré que de toute façon, tout système axiomatique, toute théorie était forcément inconsistant ou incomplet ou pas pertinent pour ce qu'on faisait. Ce qui se traduit en gros que ces concepts-là qui sont tellement grands, espace, environnement, milieu,
Enfin, le concept de milieu en didactique des mathématiques, il est très ciblé. Par exemple, ben, en fait, logiquement, ils induisent des catégorisations, mais on montre en logique que les catégories ne sont jamais disjointes et qu'il y a toujours des objets qui rentrent dans plusieurs catégories à la fois, d'autres qui ne rentrent dans aucune. Et donc, on a progressivement au XXe siècle, en sciences dures, remplacé ces concepts-là par les approches systémiques qui, du coup, deviennent très pragmatiques et n'essaye plus de catégoriser a priori ou a posteriori les phénomènes observés et étudiés, mais simplement se contente de les analyser à partir d'outils beaucoup plus simples, par exemple les interactions entre divers agents. Voilà, bon, c'est là moi, où j'en suis un petit peu dans mes réflexions. Est-ce qu'il ne faudrait pas rentrer davantage donc, dans des choses plus pragmatiques, aussi bien sur un plan théorique et donc dans lequel justement le concept d'invariant peut être un atout, puisque par exemple, si j'essaye de parler en didactique des langues, je ne sais pas trop, ce n'est pas ma spécialité, mais bien évidemment que ces notions de littératie, ces notions de plurilinguisme, ce travail sur les étymologies comparées, tous ces travaux-là sont devenus, je pense, des pratiques assez régulières et efficaces. Mais voilà où j'en suis un petit peu de mes réflexions et je pense que travailler sur la question des ressources, par exemple, vous avez évoqué par exemple ce mot plusieurs fois, simplement s'intéresser sur les ressources et leurs usages dans les classes et leur provenance dans ou hors des classes, ben, voilà, ça évite d'aller se perdre dans de la polysémie, en tout cas selon moi, et des catégorisations stériles, enfin, qui ne sont jamais vraiment complètes, quoi. Voilà, c'était un point de vue. Après, j'aimerais peut-être ouvrir le débat encore, s'il y a encore un petit peu le temps. Donc, ça fait aussi 2-3 ans que je lis les travaux de Tony Trinic et d'Aldo Para. Je ne sais pas si vous voyez ces chercheurs-là. Et eux, ils sont dans des pédagogies de décolonisation. C'est-à-dire qu'en plus, ils estiment que la détériorisation, oh là là, bon, que la contextualisation des enseignements est un droit légitime des peuples et que ça suit donc c'est une militance de leur part et donc ils estiment que le plurilinguisme et le pluriculturalisme doit exister dans les enseignements par droit des peuples. Je ne sais pas ce que vous pensez de cet aspect politique de la notion de contexte. Chers collègues, une réponse à apporter? J'aurais presque tendance à répondre en tant que didacticien des langues, le plus grand invariant, c'est la diversité. Et en fait, oui, je pense que il faut co-construire des solutions locales. Alors il y a évidemment une opposition entre évidemment l'objectif politique de l'école, hein, qui surtout en France vise à une certaine uniformisation, si ce n'est à une unification, et ce que nous, en tant que didacticiens, que chercheurs, pouvons estimer comme étant une voie qui serait peut-être un peu plus appropriée aux différentes situations dans lesquelles nous intervenons. Et il me semble que justement, ne pas prendre en compte la diversité linguistique, la diversité culturelle, la diversité des apprentissages, la diversité des expériences, parce que même à La Réunion ou à Mayotte, on a des élèves qui ont des expériences différentes. Un Mahorais n'est pas un Mahorais, un Réunionnais n'est pas un Réunionnais. Chacun a son expérience, son histoire familiale, son histoire d'apprenant. Et c'est toute cette diversité qui me semble falloir prendre en compte, et pas simplement pour nous, territoires ultramarins, mais pour tout territoire, puisqu'au niveau de la France, on a cette diversité tout à fait qu'on va retrouver dans d'autres endroits, avec peut-être d'autres catégories de diversité, mais ce serait quand même
terrible de ne pas prendre en compte essentiellement cette diversité. Oui, bon, si je peux réagir, c'est une question aussi. Est-ce qu'on prend donc en compte cette diversité des parcours des élèves, de leur vécu, de leur histoire individuelle, sachant que dans une classe, et là je suis gentil parce que je ne parle pas dans des groupes en formation, on en a 30 élèves. Est-ce que c'est donc déjà dès le départ, comment faire vivre cette diversité, c'est une réelle question, mais prendre en compte comment dire, les parcours individuels de chaque apprenant, ça me semble un enjeu, ça me semble énorme, presque. Voilà. Et donc, du coup, l'idée d'invariant, en tout cas, c'est comme ça un petit peu que je vois les choses, l'idée d'invariant est quand même essayer de trouver des racines communes, voilà, des entrées dans lesquelles tout le monde s'y retrouve. Par exemple, quand on prend, si je reste sur la didactique des langues, quand on parle du plurilinguisme, mais la langue parlée par tel élève en particulier, en fait, c'est la langue parlée dans la société dans laquelle il vit. Il y a bien évidemment des... Voilà. Par exemple, quand on est à Mayotte, quand on parle de la diversité linguistique de Mayotte, les 3 langues qui sont parlées à Mayotte, bon, ben, oui, ce ne sont pas comment dire, des faits individuels rattachés à chaque élève spécifiquement. Voilà, donc voilà. Je On me s'éloigne pose la peut-être un question peu du numérique, là, Jean-Jacques, hein, mais c'est vrai que c'est une question plus globale, mais on s'éloigne mais un les peu du pratiques, numérique. en fait, je pense que c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que les pratiques individuelles sont tellement multiples, tellement variables, qu'elles sont difficilement c'est pas qu'on peut pas les prendre en compte, selon moi, c'est qu'on peut avoir des dispositifs, encore une fois, sur lesquels elles peuvent s'exprimer, dans lesquels on peut les débattre, on peut les comparer, s'appuyer dessus. Mais vraiment, la prendre en compte de façon comment dire, générique, ça me semble difficile. Je ne sais pas, c'est un avis. Elisabeth souhaitait prendre la parole. Oui, alors en fait, je vais réagir, j'essaye de synthétiser à partir de différentes choses que j'ai entendues. Il me semble qu'effectivement, enfin, je comprends complètement ce que dit Jean-Jacques Salonne là, cette difficulté à prendre en compte qu'est-ce que ça peut dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur le plan pragmatique. Et là, moi, je pense qu'en fait, il faut réussir effectivement à attraper le problème quelque part. Il faut trouver une manière de le saisir. Donc, je vais utiliser le verbe de le contextualiser à ses besoins, à ses enjeux, à celui de sa classe, et à partir de là, tirer des fils qui vont être modestes, mais qui vont être probablement signifiants et efficaces parce qu'ils sont construits à partir des individus avec qui on travaille. Et là, je vais refaire le lien par rapport à la question du numérique et la question de la distance en géographie. Une des illusions, il me semble, du numérique actuellement, c'est de nous faire confondre l'accès aux ressources et l'appropriation des ressources. C'est-à-dire que pour pouvoir remplacer des ressources qui ne seraient pas à proximité accessible, c'est-à-dire voilà un territoire rural dans lequel il n'y aurait pas, par exemple, de bibliothèque, de cinéma, etc., de lieux de pratique culturelle, on va donner accès à des ressources numériques. Sauf que ce n'est pas parce qu'on accède à des ressources qu'on se les approprie. Donc là, il y a une grande question à laquelle il faut réfléchir et donc se dire à quelles ressources je vais vraiment donner accès à mes apprenants pour leur permettre de saisir des apprentissages à partir d'eux-mêmes, de leurs besoins, etc. Et l'autre chose, je vais revenir à ce que je disais sur l'accélération et les injonctions faites aux individus. Je fais référence aux travaux d'Hartmut Rosa. C'est vrai que les ressources humaines sont finies. Nos ressources cognitives, nos ressources attentionnelles, notre capacité à nous approprier des savoirs, des connaissances, etc., sont limitées. Et en fait, pour nos apprenants aussi, ce qui fait qu'en fait, ils vont avoir tendance parfois à aller chercher des ressources qui sont rapidement appropriables, qui leur sont apportées sur un plateau. Et globalement, ce sont celles des industries médiatiques et culturelles, et que peut-être qu'un des enjeux pour nous, en tant qu'enseignants, c'est de construire les conditions d'une appropriation d'une ressource à valeur ajoutée
peut-être limitées, mais dont on a déterminé qu'effectivement, elles vont avoir un potentiel émancipatoire et pas simplement… Pourquoi est-ce que les élèves vont apprendre l'anglais sur des sites de jeux en ligne? C'est aussi parce que c'est ce que l'industrie leur propose de façon extrêmement simple et que, voilà, il y a peut-être ce travail-là. Je pense que je vais un peu en vrac, mais voilà, je crois qu'il faut vraiment penser aux besoins de nos apprenants et trouver un moyen de commencer quelque part. Merci infiniment. Nous sommes déjà à nos 90 minutes, donc s'il y a peut-être une dernière intervention. Si je peux me permettre simplement pour essayer, on l'a dit, mais probablement un peu trop rapidement, dans la réflexion qu'on a avec Elisabeth, on se dit qu'il y a l'importance, derrière la superdiversité, de créer une identité partagée, de co-construire dans la classe une identité partagée. C'est-à-dire, c'est impossible de prendre en compte chaque diversité, d'abord parce qu'on la connaît pas, et donc, mais être conscient de cette diversité, être conscient des éléments essentiels de cette diversité, et surtout dans la classe, dans l'institution, sur le territoire, de construire de co-construire une identité partagée, de co-construire un espace d'apprentissage, un espace d'enseignement-apprentissage avec ses règles, avec comme dispositif, vraiment le penser comme un dispositif, avec ses règles sociales, ses règles sur l'enseignement, l'apprentissage, etc. Il nous semble que c'est une façon de répondre à ce défi insurmontable, vertigineux, comme disait Elisabeth, de cette superdiversité. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'intervention, je vous propose que nous puissions nous arrêter à ce moment-là. Ça ne vous empêche pas, bien évidemment, de continuer vos échanges par ailleurs, hein, si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie infiniment, tous les trois. Donc, Elisabeth, Christian, Sylvain, pour la richesse à la fois de vos communications et je trouve également la richesse de vos réponses aux questions très naïves parfois qui ont été posées par les personnes qui vous ont donc écouté. Merci beaucoup et Merci. à très bientôt. Merci.